Euh, alors, je passe aux questions. Il y a, il y avait beaucoup de questions. Donc, ouais, voilà. Donc, vous étiez plus de 1500 à assister à cette formation. Euh, alors, j'ai parcouru le chat. Il y a énormément de questions. Ce que je vais faire, comme je l'ai mentionné en début de session, il y aura une session questions-réponses le 1er juin. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer et focaliser uniquement sur les questions relatives à la session, c'est-à-dire collaboration et financement. D'accord? Juste pour essayer de rester sur le sujet de la formation d'aujourd'hui. Ok, alors il y a une question intéressante de Mohamed qui dit est-ce que la collaboration internationale est soumise à des lois ou des conventions entre les pays d'origine des auteurs? Merci. Alors en effet, dans certains cas, il y a déjà des conventions signées entre les pays ou même des fois entre les institutions qui font que les collaborations sont structurées, j'ai envie de dire, elles sont déjà guidées par des accords d'échange et de coopération. C'est le cas par exemple entre le Maroc et la France, ou le Maroc et certains pays d'Europe, ou la Tunisie avec la France, l'Algérie avec la France. Et donc il y a déjà des conventions qui sont signées. Il y a aussi un projet au Méditerranée rive nord, Méditerranée rive sud plutôt. Donc il y a des programmes comme ça. H2020 aussi, on peut parler de H2020 où beaucoup de chercheurs de la région bénéficient aussi de certains programmes de financement. Et pareil pour les collaborations. Euh, néanmoins, néanmoins, les collaborations entre les chercheurs ne sont pas forcément régies ou soumises à des lois ou des conventions. Vous pouvez être basé au Maroc, en Algérie ou en Tunisie et vous êtes libre de travailler avec qui vous voulez. D'accord? Alors bien sûr, quand il y a des accords signés et il y a des conventions, il y a des conditions à respecter. Donc j'ai envie de dire que ça facilite les collaborations. Mais après, vous êtes libre d'approcher quelqu'un en disant, voilà, je travaille sur un sujet similaire, est-ce qu'il y aurait peut-être possibilité de travailler sur tel ou tel sujet, j'ai une idée, j'ai déjà des données, j'ai déjà travaillé sur tel sujet, puis après on engage, on initie une discussion. Alors, Faten qui dit, s'il vous plaît, comment peut-on identifier les funding agencies par domaine de science? Donc, comment on peut identifier les agences de financement par domaine de recherche? Alors, c'est assez simple, je l'ai montré tout à l'heure. Alors, soit on le fait, alors je vais le faire tout de suite, soit on le fait au niveau de toute la base de données, Insight Dataset. Ok. Alors, par exemple, alors je vais enlever ça. Je vais repartir dès le départ. Je vais aller sur, je veux lister les agences de financement. Alors je pense que j'ai des filtres. Je vais enlever tous mes filtres. Alors c'est très compliqué, hein. Enfin très compliqué. C'est très simple de se tromper en termes d'analyse puisque les filtres sont enregistrés. Il faut avoir le réflexe de les enlever au fur et à mesure des analyses que vous faites. Donc là, je veux lister les agences de financement. C'est bon. Quel est le type entité que je veux lister? Sur quelle période? On va dire sur les 5 dernières années. Ok. 5 années complètes. Ok. 2015 à 2019. Voilà, ça fait 5 années complètes. Et je veux sur un domaine de recherche en particulier. Ok. Alors, il me semble pour Faten, il me semble que c'était le cinéma, film, radio, télévision qui l'intéressait. Je l'ai vu dans d'autres questions. Voilà, donc ici, je vais avoir au niveau monde, entre 2015 et 2019, la liste des agences de financement qui ont financé certains travaux de recherche dans ce domaine. Ok. Ok, alors, Abdelaziz qui dit comment vous avez commencé cette recherche? Alors, comme je lis les questions au fur et à mesure, cette question a été posée à un certain moment, donc je ne sais pas de quelle recherche Abdelaziz parle.
Euh, oui, alors, dans une autre formation, j'avais parlé de... Alors ça, c'est une question de Zaidi qui dit, veuillez répéter s'il vous plaît la base de données des examinateurs pour une publication. Il y a une plateforme qui s'appelle Publance. Et Publance, elle est assez intéressante comme plateforme. Vous avez plusieurs millions, donc 2 millions 200 000 chercheurs qui ont créé un profil sur Publance, une plateforme gratuite, et qui vous permet de lister vos publications, mais aussi de lister les publications pour lesquelles vous avez fait un examen. Donc je pourrais explorer les chercheurs, ok, et je pourrais dire, voilà, dans le domaine de la virologie médicale, quelles sont les personnes qui sont actives dans le domaine. Donc là, on voit ici Hussein, alors c'est Middle East Technical University, c'est en Turquie. Il a fait 226 examens. D'accord? Il a examiné, ou en tout cas, il l'a mis public. Il a rendu public les, les examens qu'il a fait sur les manuscrits qu'il a fait. Donc, je peux aller voir son profil. Ok? Et voilà. J'ai toutes les publications pour lesquelles il a fait l'examen. On en a fait 21 pour Bioscience Report, c'est le nom d'une revue qui est annexée dans le Web of Science, et ainsi de suite. Ok. Il a 2 publications, il me semble. Voilà, 2 publications indexées, Journal of Techniques. Ok. Bon, ça c'est intéressant. Excellent Reviewer. On pourrait filtrer, si vous voulez, pour aller voir dans le domaine de la virologie. Ou ce que je peux faire, vous allez voir, je veux les examinateurs de Tunisie, du Maroc et de l'Algérie. Ok. Là, je vois qu'il y a 8098 personnes qui ont créé un compte. La personne qui a fait le plus de reviews, c'est Fatah ici, qui est basé en Algérie. Ok. Et on a le nombre de publications. Donc là, c'est aussi un bon outil pour trouver des collaborateurs. J'en avais parlé lors d'une autre session. Voilà. Mohamed Rames University in Rabat, elle a créé un profil et elle a un certain nombre de publications. Donc bon, c'est la physique avec 1444 publications. Alors c'est le CERN, hein, il y a énormément d'auteurs. Je vais peut-être prendre dans un autre domaine. Si je prends par exemple Mohamed Hafidi ici, l'université Qadi Iyad, ok, à Marrakech, il a mis les domaines dans lesquels il travaille et il a rendu public ses publications qui sont indexées dans Web of Science. Ce profil est gratuit, vous n'avez pas besoin d'avoir un abonnement ou quoi que ce soit. C'est comme ça aussi qu'on peut être visible et qu'on peut aussi être contacté par les éditeurs pour examiner les manuscrits des collègues. Abdullah dit il faut créer un compte sur Insights. Alors, si vous avez créé un compte dans le Web of Science, au Maroc et en Tunisie, vous avez accès au Web of Science et à Insights. Vous accédez d'abord au Web of Science. Vous allez sur bon, là, moi, je suis connecté automatiquement. Sur Sign In, vous cliquez Sign In Register et vous créez un compte. Et avec ce même compte, vous pouvez utiliser Insights. Ok. Question de Mohamed qui dit, à votre avis, quelles sont les difficultés liées à ces types de collaboration? Alors, je ne sais pas s'il y a certaines difficultés. Je veux dire les difficultés qu'on peut rencontrer. C'est un conseil que je vous donne. C'est plus facile d'approcher les personnes
en tête à tête, je veux dire en face à face. Et c'est pour ça que les conférences sont assez intéressantes, puisque c'est là où vous pouvez euh, bâtir enfin, enrichir votre carnet d'adresses, plutôt que d'envoyer des emails à des chercheurs. Je pense que c'est plutôt ça la difficulté de la communication, où vous allez envoyer un mail à une personne et puis c'est un petit peu comme jeter une bouteille à la mer en espérant que le message aboutisse. Euh, Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est que quand vous envoyez un email à un chercheur et puis voilà, vous avez en tête de travailler avec cette personne-là, c'est d'expliquer quelle est la valeur, euh, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre. Ok. Donc ça, c'est assez intéressant. Pourquoi on fait une étude de la littérature, de la bibliographie, une fois que moi j'ai la visibilité sur, ok, je sais que cet auteur il est actif dans le domaine, il a publié pas mal de publications, je sais de quoi il parle, j'ai lu les publications. Ben là, moi, j'ai des éléments sur lesquels je peux discuter avec la personne. J'ai lu telle publication, vous avez publié dans telle revue, telle année. C'est intéressant, je suis en train de travailler sur un sujet similaire. Puis on engage une conversation. Et ça ne veut pas dire que vous allez collaborer ensemble, ça ne veut pas dire que vous allez co-publier, ok. Euh, mais ça peut ouvrir des portes, que ce soit en termes d'opportunités sur un autre labo de recherche, en termes d'opportunités d'emploi. Donc on engage une conversation, et puis petit à petit on établit une relation. Puis après c'est du gagnant-gagnant. Tout à l'heure on a vu les Japonais qui viennent en Afrique pour faire des travaux de recherche au Gabon. Voilà, ça va pas que dans un sens où on se dit euh, pourquoi il accepterait ou elle accepterait de travailler avec quelqu'un de tel ou tel pays. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Après, la difficulté, c'est peut-être la langue. Encore une fois, la communication. Donc, il y a la communication par email, mais il y a aussi la langue. Donc, un minimum d'anglais scientifique, je pense, c'est la base. Euh, alors, remarque de Henda qui dit l'Institut Pasteur de Tunis est aussi une institution affiliée à Tunis Al-Manar. Ok. Oui, donc la personne qui avait trois affiliations tout à l'heure, Université de Tunis Al-Manar, Institut Pasteur et du coup le réseau international des instituts Pasteur, je pense. Ok. Alors Thierry qui dit l'accès à Insights est subordonné à un abonnement comme Web of Science. La réponse est non. Il y a des gens qui ont accès à Insights sans avoir accès au Web of Science. Il y a des gens qui ont accès au Web of Science sans avoir accès à Insights. D'accord. Par contre, du coup, si vous avez Insights mais vous n'avez pas Web of Science, vous ne pourrez pas faire euh, l'export des publications indexées dans Web of Science vers Insights. On a parlé du Maroc et de la Tunisie, puisqu'encore une fois, la formation a été faite en partenariat avec les ministères d'enseignement supérieur et de la recherche dans ces deux pays. Et donc, dans ces deux pays, ils ont accès au Web of Science et Insights. Alors, Younes qui dit, est-ce que c'est l'organisme qui contacte le chercheur, auteur, pour collaborer, ou l'inverse? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend. Vous pouvez approcher directement le chercheur. Moi, je vous conseille parce que les chercheurs sont mobiles, hein, ils ne sont pas figés dans les institutions. Après, ça revient, je pense, à la première question où des fois, c'est l'institution qui va approcher le chercheur, qui va dire, voilà, on a vu que vous êtes actif dans le domaine, on est en train de mettre en place une équipe, on a un nouveau labo, on a du financement, on a des projets, puis ils vont vous approcher pour travailler avec eux ou peut-être même les rejoindre. Donc ça peut aller dans les deux sens. Alors question d'Amel qui dit que signifie 100% comme pourcentage de docs cited? Ok, dans le tableau résultat de la recherche. Alors tout à l'heure j'étais dans Insights. Et si je prends au niveau des institutions, alors peu importe l'analyse, ok. Université de Tunis Al-Manar, sur la période qui est donc 1980 à 2020. Non, voilà, je vais prendre Inside Dataset, pardon. Je vais tout prendre parce que là c'était sur un. Ok. 27 000 publications publiées entre 1980 et 2020. Et la question
d'un mail qui dit, ça veut dire quoi, pourcentage de docs cited. Et là, on voit 62%, quasiment 63%, 62,5%. Ce que ça veut dire, c'est que parmi ces 27 000 publications, il y en a 62% qui ont été citées au moins une fois. Ok. Bon, là, ça sort un peu du sujet de la collaboration et du financement. Ce qui veut dire qu'en gros, ici, on le voit, il y a 27% de ces publications qui n'ont, donc c'est le reste, qui n'ont pas été citées. Maintenant qu'on m'a posé cette question sur les indicateurs, il y a des indicateurs par rapport à la collaboration. Pourcentage de collaboration avec l'industrie, pourcentage de collaboration à l'international. Et là, on peut le voir, par exemple, donc l'université de Sfax, ici, on pourrait le voir qu'il publie relativement moins que l'université tunisienne, mais relativement plus en termes de proportion à l'international. Donc là, on le voit aussi, l'université de Carthage, plus de collaboration avec les chercheurs ou les institutions à l'étranger. En termes de collaboration avec l'industrie, on voit que c'est l'hôpital Aziza ici, Thmana, qui a 5% de publications avec l'industrie. Ok, Institut national de neurologie, centre de recherche, les hôpitaux collaborent beaucoup avec l'industrie. Ok. Ok, alors je passe les questions. Il y a énormément de questions. Alors j'essaie de m'intéresser aux questions qui parlent du sujet d'aujourd'hui. Ok, alors question de Radwan qui dit quel est l'intérêt de chercher les collaborateurs potentiels? Et pardon, quel est l'intérêt de chercher les collaborateurs potentiels et quelle est la valeur ajoutée si vous êtes un co-rédacteur d'un article, co-auteur? Et la troisième question, l'intérêt du rang pour les personnes qui rédigent l'article. Alors, trois questions intéressantes. Quel est l'intérêt de chercher les collaborateurs potentiels? Alors, je l'ai mentionné lors de la présentation, il y a plusieurs intérêts. Encore une fois, c'est pas une obligation. Si vous voulez travailler seul, vous travaillez seul, il y a aucun souci. Mais j'ai fait cette formation-là parce que souvent, quand je visite les universités, on me demande comment je fais pour travailler ou contacter. Je cherche des gens qui travaillent sur le sujet. Ok. Pourquoi on cherche des gens qui travaillent sur le sujet? Simplement parce que ils ont potentiellement plus d'expérience, plus de compétences, puis il y a des choses à échanger, que ce soit en termes de savoir, en termes de technique, en termes de conseils, en termes de financement, en termes d'accès à l'information, d'accès au matériel. Donc, j'ai envie de dire, il y a des synergies qui se font. Encore une fois, un collaborateur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez rédiger une publication. Ok? Vous pouvez travailler avec quelqu'un pendant des années et ne jamais rien publier ensemble. Ce que je dis, c'est que on peut utiliser la copublication, donc les gens qui ont publié, pour avoir une idée de qui a collaboré avec qui. Ok. Quand on publie un article ensemble ou qu'on copublie une publication ensemble, il y a un minimum de collaboration. Bon, à part si c'est des publications où il y a des centaines d'auteurs, effectivement, c'est très difficile de connaître tous les auteurs, donc personnes qui vont participer à la publication. Bon, là, on n'est pas dans ce cadre-là, mais l'intérêt, c'est vraiment d'engager des discussions avec des gens qui sont dans le domaine et de participer à la discussion, aux discussions scientifiques. Alors c'est pour ça aussi qu'on fait des conférences. On pourrait se poser la question, mais pourquoi les gens se réunissent pour discuter et présenter des travaux? Quel est l'intérêt pour y rester chez eux et publier à distance? Simplement parce que voilà, l'aspect on se rencontre, l'aspect forum, l'aspect discussion est plus riche qu'une communication un petit peu froide par email, même si on peut communiquer à distance avec vidéoconférence, la discussion j'ai envie de dire en tête à tête ou en direct est beaucoup plus riche.
Ok. Donc, ce que moi je vous donne comme conseil ici, c'est pour ça qu'on dit collaborateurs potentiels, c'est des gens qui travaillent dans le domaine. C'est pas forcément des gens qui vont tout de suite collaborer avec vous. C'est pour ça que je dis collaborateurs potentiels, potentiellement intéressés par ce que vous faites puisque vous avez fait un ciblage, d'accord? Quelle est la valeur ajoutée si vous êtes un co-rédacteur d'un article? Alors, si vous, alors pardon, Euh, je reprends la question. Quelle est la valeur ajoutée, si j'ai bien compris, quelle est la valeur ajoutée si vous êtes un co-rédacteur d'un article? La valeur ajoutée va dépendre du travail que vous avez fait lors du projet de recherche. Euh, Ça peut être l'auteur, on va voir qu'il a contribué à la mise en place de l'étude, au design du protocole, des méthodes, à la collecte des données. Donc il y a des tâches et beaucoup de choses à faire, surtout sur les gros projets de recherche. On peut pas tout faire tout seul, donc il va y avoir une certaine répartition des tâches, d'accord? Bon, après, ça dépend beaucoup du domaine. Il y a des domaines où c'est plus facile de collaborer puisque ce sont généralement des labos, des équipes entières de personnes qui travaillent ensemble. Ok. Donc la valeur ajoutée va dépendre de votre rôle dans le projet de recherche. Ok. Ok. Et la troisième question, l'intérêt du rang pour les personnes qui rédigent l'article. L'intérêt du rang, je pense que Radwan ici fait référence à la position de l'auteur dans la liste des auteurs. Donc on a premier auteur, dernier auteur, on a l'auteur correspondant. Alors, euh, ce qu'on dit, faut être relativement prudent avec ces analyses sur qui est le premier auteur et ainsi de suite. Bon, de manière générale, le premier auteur, c'est l'auteur qui a initié la recherche. Il a étudié, il a mis en place la question, j'ai envie de dire, il a mis en place il a lancé la machine, j'ai envie de dire. D'accord? Il y a certains domaines, donc précaution à prendre, il y a certains domaines où l'ordre des auteurs est simplement alphabétique. C'est le cas des mathématiques, par exemple, ou en économie, par exemple. Ok. Il y a d'autres cas de figure où, traditionnellement, le dernier auteur va être le chef de labo, chef de département. Il y a aussi la seniorité qui entre en jeu, euh, parfois dans certains domaines. Donc, la position de l'auteur dans la liste d'auteurs, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes. Alors, Mostafa qui me remercie, je vous en prie. Euh, j'ai une question s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut collaborer avec et demander du support financier aux institutions au Maroc et ailleurs? Alors, oui, oui. Alors, on a beaucoup parlé de collaboration internationale. Il y a aussi les collaborations domestiques. On l'a vu tout à l'heure dans Insight, ce qu'on appelle les collaborations domestiques. Si je prends le cas de la Tunisie, l'université de Tunis Al-Manar va collaborer avec quelqu'un de l'université de Sfax. Ok. Ou au Maroc, l'université, quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un de l'université Qadi Ayad va travailler avec quelqu'un de l'université euh, Ibn Tufayl. Ok. Donc là, il y a une collaboration. Donc oui, oui, vous pouvez. Je vous encourage même parce que, et je le dis tout le temps, c'est plus facile d'approcher et d'aborder les gens de son pays simplement parce que voilà, il y a une culture commune, il y a une langue commune, il y a un environnement commun, et donc j'ai envie de dire c'est plus facile. Support financier, oui, au niveau du ministère, ils ont des programmes de financement. Il suffit d'aller sur le site du CNRST et de voir ce qui est proposé. Ok. Salma qui dit c'est une bonne méthode aussi pour avoir un postdoc. Oui, effectivement. Oui, on pourrait faire une session sur le sujet. Euh, Effectivement, le doctorat n'est pas une fin en soi. Le postdoc, c'est comme ça qu'on peut éventuellement trouver un postdoc. Comment on fait? Ben, on a un sujet thèse. L'objectif, c'est la thèse, avoir le doctorat. Mais ensuite, après, on peut se poser la question, les travaux de recherche sur lesquels j'ai travaillé, ce qui pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Okay, c'est comme ça qu'on peut analyser, soit dans son pays, le pays où on est basé, soit à l'étranger. Alors pour postdoc ou même pour le monde de l'industrie, le monde de l'entreprise, si
vous n'êtes pas intéressé par le monde académique et vous voulez rejoindre Centre Recherche et Développement dans l'entreprise, ben, on va s'intéresser à quelles entreprises travaillent sur les sujets qui collent à votre thèse. Et j'ai même envie de dire, le sujet de thèse, c'est comme ça que vous devez le, le chercher s'il n'a pas été imposé. Ok. Alors ça c'est valable pour le thésard, mais aussi pour l'encadrant et pour chef de département, le sujet de recherche. Il faut passer un minimum de temps là-dessus. Sujet de recherche sur lesquels il y a un minimum de potentiel. Ok. Alors je déroule. Azhar qui dit, est-ce qu'on peut trouver des stages ailleurs même quand on a terminé le doctorat? La réponse est oui, alors je viens de le mentionner, c'est la même méthode. Ok, Abdelrahim qui dit, pouvez-vous me répéter l'opération, comment trouver la collaboration entre deux organisations? C'est assez simple. Alors je vais enlever mes filtres. Je vais prendre... Je veux la liste des institutions. Je vais prendre sur les 5 dernières années. Ok, 2015 à 2019. Et je veux analyser je veux lister toutes les institutions qui ont collaboré avec l'institution de votre choix. Ok? Donc si je prends par exemple, si je prends l'université Mohamed Khamis par exemple, ok, je vais avoir la liste des institutions qui ont, alors ici j'avais trié sur la collaboration avec l'industrie, ok, j'ai la liste des institutions qui ont collaboré avec l'université Mohamed Khamis Arbat. Ok. Donc, ce qu'il faut faire, je reprends, il faut aller dans analyse par institution, puisque la question que vous avez posée concerne les institutions. On choisit la base de données Insight Dataset pour toute la base de données. Et ensuite, on met le filtre sur les institutions qui ont collaboré. Je veux lister les institutions qui ont collaboré avec l'université Mohamed Khamis. Ok. Je pourrais mettre un filtre en disant maintenant je veux que l'industrie. Et ensuite, je pourrais faire quelque chose d'un peu plus précis en disant je veux pas tous les domaines, mais uniquement, alors je triche un petit peu parce que je sais qu'il y a de la pharmacie, je veux que la pharmacologie et la pharmacie. Ok. Et voilà. Et là, il suffit d'aller dans la publication et voir de quoi il s'agit. Ok. Et là, ensuite, et ainsi de suite, comme vous avez accès au Web of Science, vous avez donc accès à la publication. Ok. Au détail de la publication, j'ai la liste des auteurs, une collaboration entre chercheurs en Italie, Turquie, France, Maroc, Chine, États-Unis. Ok. Et voilà. J'ai même la publication et je vois de quoi il s'agit. Ok. Alors, je déroule. Alors, question de Rosa qui dit, pour la collaboration, article ou co-direction, je pense que les colloques constituent également un moyen de tisser des éventuelles collaborations. Effectivement, 100% d'accord, je l'ai mentionné tout à l'heure. Les conférences, on n'y va pas juste pour présenter son travail, c'est aussi un moyen de se construire un carnet d'adresses et établir un carnet d'adresses et pour éventuellement collaborer avec les personnes qu'on rencontre. Alors, Moussa qui dit, ma question est de savoir, est-ce que c'est possible de collaborer avec des gens qui n'ont aucune relation avec notre domaine de recherche? Merci d'avance. Alors, la réponse est oui, avec des conditions. Je l'ai mentionné tout à l'heure quand j'ai parlé du fait que la science était de plus en plus multidisciplinaire. Et ça, je pense que ça enrichit énormément les travaux de recherche, parce que ça apporte plusieurs perspectives. On a des gens de plusieurs domaines, compétences différentes, qui travaillent sur un sujet précis pour essayer de répondre à ce problème-là. Donc, tant que c'est fait sur le même sujet, oui. Après, ce qu'on a vu, bon, des fois ça fait sourire, on va voir que, je sais pas moi, quelqu'un qui travaille dans la chimie
il collabore souvent avec la même personne qui, par contre, cette personne-là, c'est de la géographie. Ok, strictement rien à voir comme domaine. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ces deux personnes-là sont conjoints. C'est le mari qui travaille avec la femme. Donc il rajoute le nom de sa conjointe ou de son épouse. Donc il faut faire attention à ça. Euh, la copublication, c'est vraiment vous allez travailler ensemble et on rédige ensemble. Ok, Atslan qui dit bonjour, est-ce que Web of Science s'intéresse aussi au domaine de l'économie et l'économétrie? La réponse est oui. Euh, je peux vous montrer ici dans Insights. Si je filtre, par exemple l'université, on a filtré sur pharmacologie, euh, economics, économétrie. Bon, c'est plutôt, je dirais, maths appliquée. Sinon, on reste juste l'économie. Donc, on pourrait laisser que l'économie. Voilà, et on pourrait mettre à jour les résultats. Donc, on peut filtrer sur l'économie. Ok, alors je défile. Sam qui dit, est-ce qu'on peut faire la collaboration sans autorisation de notre encadrant? Alors, je ne sais pas quelle est la relation que vous avez entre vous et votre encadrant. Bon, moi, je pense il faut en parler. Il faut en parler. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de vos universités. Est-ce que vos publications sont uniquement des publications à un seul auteur? Je pense que vous pouvez quand même collaborer. Bon, après, je pense que c'est important d'en parler avec l'encadrant, puisque l'encadrant, il a de l'expérience dans le domaine, donc il peut éventuellement conseiller sur le sujet et sur la manière de faire. Ok. Ok, alors Abdelhadi, il y a une question intéressante qui dit, au cas où j'arrive à trouver un collaborateur, est-ce qu'il y a une procédure pour le contacter ou je dois contacter un auteur affilié qui a déjà travaillé avec ce collaborateur? Alors, euh, non, il n'y a pas une procédure à suivre. Si vous avez l'adresse mail, il suffit d'envoyer un email et de se présenter, de dire qui vous êtes, où vous êtes, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous contactez. Donc, et là, c'est un bon moyen d'introduire, voilà, les sujets sur lesquels cette personne a travaillé, les sujets de recherche. Vous travaillez sur quelque chose de similaire, vous présentez rapidement ce que vous faites, vous dites pas tout, vous étalez pas tout le sujet de recherche. Vous dites voilà, j'ai quelques pistes, j'ai déjà quelques résultats, est-ce qu'on peut commencer à en parler, et ainsi de suite. Ce que vous proposez dans la deuxième option, vous dites est-ce que je dois contacter un auteur affilié euh, qui a déjà travaillé avec ce collaborateur. Alors ça peut être une façon, si vous avez déjà connaissez quelqu'un qui connaît cette personne, vous pouvez demander à cette personne-là de vous introduire. Il y a Abel qui demande est-ce qu'il est toujours demandé une collaboration lors d'une recherche scientifique? La réponse est non. Vous pouvez travailler seul, sans aucun problème. Personnes qui travaillent avec d'autres personnes, et donc qui vont publier, donc qui vont co-publier. Et il y a des personnes, vous rédigez votre publication tout seul. Vous avez travaillé toute seule, donc vous n'avez pas de collaborateur. Euh, alors Khalil qui dit finalement collaborer c'est enrichir le carnet d'adresse. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et j'ai envie de dire c'est comme ça aussi qu'on trouve un stage, un postdoc, un financement, un job. Euh, c'est en ayant des compétences, donc un CV, un contact et bien sûr une opportunité. Ok. Karim qui dit quelle est la relation et la différence entre Inside Journal Citation Reports, Web of Science? Alors, la relation et la différence. Il y a plusieurs questions dans la question. Web of Science, c'est le moteur de recherche, c'est l'outil que vous allez utiliser pour faire l'étude de la littérature. Donc vous allez explorer la littérature. Alors que Journal Citation Reports, comme son nom l'indique, c'est des rapports de citation au niveau de la revue. D'accord? Donc ce sont des rapports de citation qui sont établis, qui sont calculés et publiés une fois par an, mais au niveau de la revue. Là, l'élément de base, on va voir ça de sa publication. Journal Citation Reports
concerne que les revues et les revues indexées en sciences et sciences sociales. D'accord? Il n'y a pas de Journal Citation Reports pour les livres, conférences, pour les sciences artistiques, sciences humaines ou pour les revues émergentes. Donc voilà la relation et la différence. La relation, c'est que Journal Citation Reports est bâti sur ces deux indices de citation, Science et Social Science, et l'objectif de la plateforme est différent. Web of Science, c'est l'exploration de la littérature, alors que Journal Citation Reports, ce sont des rapports de citation pour évaluer certains aspects ou évaluer le profil d'une revue, selon l'impact, fréquence de publication, la langue, la discipline, distribution de citations, et ainsi de suite. Ok. Ok, alors question intéressante d'Imen. Est-ce que vous pouvez nous envoyer une lettre modèle pour demander la collaboration avec des chercheurs internationaux? Alors la réponse est non, je peux pas vous envoyer de modèle. Je pense que ça peut se trouver sur Internet. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de personnaliser le message. Je le fais rapidement ici, par exemple. Je cherche sur coronavirus, par exemple, c'est le sujet sur lequel je travaille. Voilà, je vois une publication récente. Ok, même récente. Elle sera publiée en décembre 2020 dans le volume numéro 11, et on peut déjà la lire. La publication, elle est ouverte. Avec le coronavirus, les éditeurs même mettent en accès ouvert les publications. Donc là, je vois, il y a une liste d'auteurs. Supposons, il y a une adresse mail. Voilà, j'ai une adresse mail. Ok. Olf, qui est à Amsterdam. Ok, c'est le premier auteur. Ok, je peux aller voir son profil. Ok. Je peux aller voir son profil. Donc, Olf, comment ça s'appelle? Miranda. Je vais prendre elle. Si je travaille sur le sujet, ce que je peux faire, c'est que je vais essayer de m'intéresser à ce que cette personne a fait. Ok? Comme ça, je sais de quoi parler quand je vais m'adresser à cette personne. Ok? Euh, Tout à l'heure, on avait vu une publication avec cette personne qui était, bon, je l'ai plus ici, qui était, qui était, alors cette publication qui était, il y avait un auteur affilié à Facebook, bon, il n'est plus là. Je pourrais lui dire, voilà, j'ai lu votre publication sur la détection en temps réel, détection d'objets en temps réel, publication très intéressante. Je suis un tel ou une telle, je suis basé au Maroc, je suis affilié à telle université, mes travaux de recherche portent sur A, B et C, sans donner trop de détails. Est-ce qu'il serait possible d'en discuter? Vous proposez une date, une heure, vous en discutez, et puis et vous initiez la discussion, j'ai envie de dire. Ok. C'est pas garanti que la personne réponde, peut-être que la personne n'a pas le temps, peut-être que la personne n'est pas intéressée de travailler avec d'autres personnes puisqu'il a déjà son équipe. Ok. Ou à contrario, à l'opposé, il pourrait se dire, ah ok, c'est quelqu'un qui connaît le sujet, qui a des compétences, on a besoin de ressources et on peut donner des sujets de recherche. Euh, un exemple que je donne souvent, quand on s'intéresse aux collaborations entre l'industrie et le monde académique, l'industrie ont énormément de problématiques. On parle de recherche vraiment appliquée. Je parle de l'industrie en général. Si on parle de Facebook aussi, Facebook, c'est pas, on parle pas que de la technologie. Hein. Quelqu'un qui fait de la science sociale, Facebook, on parle de réseau social, donc on peut modéliser les interactions, les relations entre les gens. Donc là, c'est vraiment la science sociale. Je prends aussi l'exemple de grandes entreprises. Ils ont des gros budgets sur des problématiques très importantes puisque ils constatent énormément de problèmes, que ce soit sur les chaînes de production, sur les équipements, sur supply chain par exemple, sur les livraisons, sur l'optimisation, sur les machines, sur la robotique, etc. Donc il y a toute une histoire de problématiques sur les processus. Ces entreprises ont besoin de compétences au niveau des processus par exemple, ou au niveau des problèmes qu'ils rencontrent tous les jours. On pourrait s'intéresser en disant voilà,
je vais m'intéresser à telle problématique parce que c'est mon sujet de recherche et je veux voir s'il n'y a pas des opportunités auprès de ces entreprises. Que ce soit entreprises ou même centre de recherche privé ou université privée, université académique, université publique. Donc non, je peux pas vous envoyer. J'ai pas de lettre modèle, j'en ai pas et j'ai envie de dire il faudrait personnaliser de la façon dont je l'ai faite maintenant. Euh, on identifie la personne, puis on écrit un email, on personnalise par rapport au profil de la personne, par rapport à votre sujet de recherche, ok. Et puis après on propose une discussion, est-ce que vous seriez disponible pour une discussion rapide, et puis après ben voilà. Euh, mais vous expliquez quelle serait votre contribution. Voilà le sujet sur lequel je travaille. Si ça fait tilt dans la tête de la personne, dire ah ça c'est intéressant, j'ai des budgets, je peux potentiellement travailler avec cette personne, je pourrais donner d'autres sujets et ainsi de suite. Ok. D'ailleurs, on le voit, je le vois moi, au niveau des universités dans la région, il y a des choses qui se font entre l'université et l'entreprise à l'étranger. Bon, on le sait, la main-d'œuvre en Afrique du Nord, elle est relativement bon marché. Elle est relativement bon marché par rapport la main-d'œuvre en Europe ou en Amérique du Nord ou dans certains pays d'Asie. Et donc, c'est du gagnant-gagnant. Euh, on va pouvoir travailler sur certains projets ou alors on va pouvoir faire marcher euh, l'économie locale, j'ai envie de dire. Ils vous fournissent des sujets de recherche et puis vous avez des budgets pour travailler sur ces sujets, à condition bien sûr de fournir des résultats. Alors une autre question d'Imen qui dit, est-ce qu'on doit dire dès le premier contact qu'on veut collaborer pour aboutir à une publication? Est-ce qu'il faut étaler son sujet directement au chercheur? Première question, non, je déconseille, ça fait, encore une fois, une collaboration ne donne pas forcément lieu à une publication, à une copublication. Collabore ensemble, on collabore ensemble, travaille ensemble, voilà mon sujet de recherche. Pour les jeunes chercheurs, ce que je vous conseille de faire, qui est assez facile, c'est j'ai un manuscrit et j'aimerais avoir votre avis sur bon, un manuscrit, bon, peut-être pas abouti, mais voilà ce sur quoi je travaille et j'aimerais avoir votre avis. On vous donner des avis, vous allez revoir la publication, ensuite vous pouvez la partager à nouveau et à partir de là dire ok, est-ce que ça vous intéresse de contribuer à la publication et ça devient un co-auteur. Ça c'est une façon de faire également. Euh, faut le voir comme ça, hein. C'est comme si vous marchez dans la rue, vous croisez quelqu'un, vous savez que cette personne-là est active dans le domaine et vous lui dites bonjour, j'aimerais collaborer avec vous et co-publier avec vous. Bon, c'est pas comme ça que ça se fait. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je le ferai. On se présente, on travaille sur un sujet commun, on discute et ensuite on essaie de, de travailler ensemble. Ok. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'il faut étaler son sujet directement au chercheur? Je déconseille. Ok. On en parle brièvement. Voilà ce sur quoi vous travaillez. On a déjà obtenu des résultats intéressants. Est-ce que ça vous intéresse d'en discuter? Et point barre. On partage pas tout. Alors, Aziza qui a fait une remarque sur il y a un appel conjoint entre le Maroc et la Tunisie pour la mobilité. Effectivement, donc la mobilité et la collaboration sont aussi intimement liés. Quelqu'un qui se déplace dans un autre pays, on l'a vu hein, tout à l'heure, il y a j'ai envie de dire la diaspora du Maghreb vont parfois garder contact avec les pays d'origine et établir des liens. Donc s'il y a un appel conjoint entre le Maroc et la Tunisie pour la mobilité, c'est une très bonne chose. Ça peut aider sur échange de compétences, coopération et collaboration. Ok, alors je pense qu'on arrive à la fin des questions. Ilham qui dit, concernant la première année du doctorat, est-ce qu'on devrait élaborer notre problématique de thèse selon votre expérience, s'il vous plaît? Alors, j'ai pas très bien compris la question. Alors ça, je pense que c'était plus par rapport à la formation sur la synthèse bibliographique. J'ai envie de dire oui, il faut passer du temps sur le choix du sujet de recherche. Très 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 important. Ça passe par de la lecture, ça passe par la discussion avec votre encadrant, puisqu'il a l'expérience dans le domaine et qui va pouvoir vous orienter sur
ça c'est un sujet intéressant. Il y a peu de gens qui travaillent sur le sujet. Et, et voilà. Donc oui, il faut passer un petit peu de temps lors de la première année du doctorat. Sonia qui demande si on contacte plusieurs collaborateurs, est-ce qu'on ne on peut pas tomber sur le cas du vol du sujet de la thèse? Euh, alors, c'est pour ça que tout à l'heure j'en ai parlé. On n'étale pas tout ce qu'on a. Le sujet de la thèse, bon, il y a énormément de sujets de thèse. Un sujet de thèse reste un sujet de thèse. Tant qu'on ne travaille pas dessus, bah, ça reste qu'une idée, ça reste qu'une idée de projet ou un sujet de thèse. Et d'ailleurs, le sujet de thèse, il est censé être vivant et évoluer au cours de la thèse. Il n'est pas figé par rapport au dernier développement dans la science. Donc on peut, c'est pour ça que quand on collabore, quand on approche les personnes, euh, on essaie de parler de ce qu'on fait, du sujet de recherche, sans rentrer trop dans les détails, sans trop partager ce qu'on fait. Ok. Ok. Je pense avoir fait le tour des questions. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, comme je l'ai mentionné, euh, vous recevrez votre attestation et la présentation, et l'enregistrement de la formation sera mis en ligne très prochainement. Merci beaucoup et à très bientôt.